mange mieux, bouge plus, dors mieux, gère ton stress. Ça, c'est facile de dire ça à quelqu'un. Je veux dire, on le répète à tout le temps, mais on n'arrête pas de répéter ça. Tout le monde le répète. Mais les gens, ils savent pas comment faire ça. Ils apprennent pas ça à l'école. Il y a un paradoxe par rapport à ça. Donc, ils ont besoin de gens pour les conseiller et les accompagner. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Dino Alikas, naturopathe agréé et président de l'Association des naturopathes agréés du Québec. Il est également rédacteur en chef pour le magazine Vitalité Québec. On vous parle de naturopathie, de prévention et d'interdisciplinarité en santé au Québec. Bonne écoute. Alright, c'est parti. Donc, je suis avec Dino Alikas aujourd'hui, naturopathe agréé, gradué en 1997 et président de l'ANAQ, dans le fond, l'Association des naturopathes agréés du Québec. Aussi, rédacteur en chef de la revue Vitalité Québec depuis 2014, qui, en faisant mes devoirs un petit peu, j'ai vu qu'il y avait plus de 50 000 exemplaires par mois. Donc, c'est pas rien. Écoute, je suis super content de t'avoir avec moi aujourd'hui, Dino. On était d'ailleurs, justement, la semaine passée, là, au sommet de la santé intégrative ensemble. J'ai eu le plaisir de te rencontrer en personne et de discuter le plus amplement juste avant notre entrevue. Là, c'était un événement, je suis encore un peu là, sur les effluves, là, plein d'idées, plein de projets. Exactement, c'était vraiment rafraîchissant de voir autant de professionnels de la santé dans tous les domaines se réunir, se parler ensemble. Donc, bienvenue. Ben merci Maxime, merci de l'invitation, très heureux d'être là. Je pense qu'effectivement on surfe un petit peu sur la vague du sommet. On a rencontré des gens extraordinaires, des gens comme toi qui font un peu plus au niveau des réseaux sociaux, qui sont connus puis qui rencontrent des gens. Fait qu'on est là. Je pense que c'est en ce moment très effervescent. Très content d'être là. Ouais. Puis comme on avait discuté, la demande est là aussi du public. Les gens aussi veulent que tous se parlent un petit peu, puis chercher des solutions souvent alternatives à des trucs qui fonctionnent bien ou moins bien, ou à certains justement de problématiques qu'on peut avoir en lien avec le système de santé. Puis là, c'est ça, je vois là, gradué en 1997, toi, tu étais un des pionniers là, dans ce domaine-là. Ben, écoute, il y en a avant moi, là, mais effectivement, parmi ceux qui sont présentement actifs, effectivement, je commence à être pas d'un plus vieux, mais disons, c'est ça. Ceux qui ont plus d'expérience. On va dire ça comme ça, mais quand même, au Québec, je veux dire, moi, je connaissais pas ça en 1997. Écoute, j'étais à l'école primaire, donc quand même, t'en as plus d'expérience que moi, quand même, à ce niveau-là, même au niveau politique et de la situation de la naturopathie au Québec. Justement, je suis vraiment curieux, à ce moment-là, dans ces années-là, qu'est-ce qui t'a amené vers, justement, la naturopathie et faire ce que tu fais aujourd'hui? Oh Seigneur, ça, c'est toute une histoire. En fait, moi, j'ai étudié en génie industriel au départ, puis à un moment donné, j'ai bifurqué pour différentes raisons, hein, c'est des circonstances, et je me suis retrouvé à travailler pour une entreprise qui vendait ou qui distribuait des suppléments. Une entreprise qui a été fondée en 1936 par un chiropraticien, François de Salles-Robert, ici au Québec, qui s'appelle Robert et Fils, en fait, qui existe plus, mais qui a été racheté par un groupe qui s'appelle Atrium, peu importe. Et je me suis retrouvé là. Et je trouvais ça fascinant. Moi, j'ai un esprit quand même assez cartésien. C'est un domaine à cette époque-là, puis avant, un peu plus flyé, quoique c'était intéressant quand même. Là, je veux dire, il y avait de la science derrière les plantes, puis parce qu'il y en a toujours eu un peu. Mais moi, je me suis dit, hey, merde, il faut que je connaisse un peu plus ça. Et donc, je me suis inscrit en biologie médicale à l'Université de Trois-Rivières pour avoir un peu les fondements scientifiques de la biologie, de la biochimie, microbiologie, etc. Et en même temps, ça c'est dans les années 90, début des années 90, je me suis inscrit à un cours de naturopathie, effectivement. Probablement une des meilleures écoles qui existait à cette époque-là, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que au Québec, effectivement, la problématique, c'est qu'encore aujourd'hui, on est à peu près au même point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de législation pour cette profession-là, contrairement à ailleurs au Canada et dans le monde. Et donc, c'est difficile de... Tu sais, il y a plein d'écoles qui offrent des formations, il y a plein d'associations qui offrent d'être membres de leur association en naturopathie. Et comme il n'y a pas d'encadrement officiel, ben chacun doit s'auto-gérer ou s'auto-encadrer et ça laisse de la place à
toutes sortes de niveaux de formation et de pratique, etc. Ça fait que nous, on milite vraiment l'ANAC, ou l'Association des naturopathes agréés du Québec. C'est une association qu'on a créée à but non lucratif dans le but de favoriser l'encadrement de la naturopathie au Québec. Donc, on s'est structuré un peu comme un ordre professionnel, dans le sens où on a un code de déontologie, des règlements généraux, de la formation continue, on a un examen d'entrée. C'est pas n'importe qui peut venir être membre de l'ANAC. Ça prend 2000 heures de formation, etc. Donc, on s'est structuré comme ça pour s'assurer d'avoir un niveau et de présenter au gouvernement, à l'Office des professions, peu importe, un organisme de légifération ou d'encadrement, un programme et une qualité de praticiens qui fait en sorte qu'ils peuvent pas dire non. Cela dit, ça reste encore, on travaille fort, on a des démarches d'entamer, mais il y a encore du chemin à faire au Québec, là, pour la nature. Puis moi, je vous souhaite vraiment justement que ce dossier-là avance, non seulement pour toutes ces professionnels de la santé-là qui pourraient être justement un petit peu mieux encadrés, qu'il justement ce soit plus simple aussi pour le public de savoir qui est quoi, quels sont les standards d'éducation et tout, mais au-delà de là, ben, pour la population, puis pour le système, je pense que tout le monde aurait besoin justement d'avoir de près ou de loin accès à un naturopathe pour différentes raisons qu'on pourra discuter. Puis moi, c'est une des choses que même dans les dernières années de mon doctorat en chiropratique, moi, j'ai vu que ça se donnait justement à l'université à Toronto, le doctorat en naturopathie, qui était un peu similaire justement au doctorat en chiropratique, mais avec vraiment un volet, l'herboristerie, puis tout ce volet-là. J'étais comme, waouh, je vais aller faire ça, etc. C'est vraiment le fun, mais ailleurs, c'est vraiment des docteurs en, justement, le programme est autour de ça, puis ont droit au diagnostic dans leur champ de pratique et compagnie. C'est vraiment juste, je sais pas si c'est juste au Québec, mais au Québec, en tout cas, je trouve que ça manque un petit peu, là, cet encadrement-là, et c'est pour ça que je pense que ça serait une belle chose de voir ça s'épanouir. En fait, on ne demande même pas ça. À la limite, comme je te dis, il y a 6 provinces canadiennes qui encadrent la naturopathie. Okay. Les législations puis les droits de pratique sont légèrement différents d'une province à l'autre, mais grosso modo, il y a quand même une association canadienne et ce sont des médecins naturopathes. Donc, effectivement, ils vont faire un doctorat de 4000 heures en naturopathie et dépendamment des écoles, mais au Canada, il y a quand même 2 écoles. Il y en a une, c'est 2 écoles privées. Une école à Toronto, effectivement, il y a une école à Vancouver. Puis, aux États-Unis, il y en a 5. En fait, il y a Bastyr qui a 2 campus, puis sinon, il y a 3 autres écoles qui sont reconnues en Amérique du Nord. Et lorsque tu as fait cette formation-là, tu peux passer les examens qui appellent le NPLEX, tout ça, puis devenir membre et pratiquer. Puis effectivement, il y a des endroits où ils ont droit au diagnostic. La plupart du temps, ils ont droit au diagnostic. De certains endroits, ils ont le droit de prescrire, effectivement, certains médicaments, pas tous, mais quelques-uns, dans le cas où ils veulent en utiliser, bien sûr. Ils ont aussi, bien sûr, les modalités non médicamenteuses, utilisation de nutriments, vitamines, minéraux, etc. Certains endroits, ils font de la chirurgie mineure, ils font des examens gynécologiques. Donc, il y a vraiment un aspect très médical accompagné par la naturopathie ou une approche fonctionnelle où je pense que, dans le fond, la naturopathie, si on veut la résumer simplement, ce sont des experts des saines habitudes de vie. Donc, on va avoir une approche très préventive pour s'assurer que le problème ne revient pas ou qu'il apparaît jamais ou d'aider à passer à travers d'une certaine façon. Donc, c'est une belle complémentarité. Ce qu'on veut au Québec, en fait, on sait que c'est pas facile là, d'obtenir des actes médicaux au Québec, que ce soit pour les chiropraticiens, vous avez dû négocier des actes très serrés. C'est la même chose pour les infirmières, je pense aux infirmières praticiennes, même chose pour peu importe, les acupuncteurs, etc. Donc, c'est pas simple et je pense pas qu'on va obtenir des droits de prescription ou de chirurgie mineure ou de trucs comme ça au Québec. C'est pas notre ambition. Les naturopathes au Québec sont des praticiens en naturopathie qui deviennent des spécialistes d'une certaine façon des habitudes de vie, comme je le mentionnais tantôt. Et ce qu'on veut, c'est collaborer. On veut pas que ça soit alternatif, on veut que ça soit intégratif ou complémentaire à la pratique médicale. C'est-à-dire que le médecin généraliste au Québec, puis si tu me permets, on peut aller là, je veux dire, je te donne un peu ma vision des choses. Le médecin généraliste ou le médecin de famille au Québec, c'est lui qui doit être en première ligne et qui doit rencontrer les gens qui ont un problème de santé. Peut-être pas celui qui devrait
parler de la prévention à quelqu'un qui est en bonne santé pour optimiser sa santé parce qu'il n'a pas nécessairement été formé pour ça. Mais à partir du moment où il y a un problème, il y a une douleur, il y a un symptôme, il se passe quelque chose, c'est lui qui est en première ligne. Et son rôle, c'est d'évaluer, à mon point de vue, là, on s'entend, moi je suis en train de donner l'image idéale de ce que ça devrait être, c'est d'évaluer en fait, est-ce que c'est un problème qui est aigu, qui demande rapidement une intervention ou une référence à un spécialiste médecin de la santé qui a une spécialité, ou c'est un problème chronique qui demande son attention peut-être à court terme pour stabiliser la situation. On parle de problèmes cardiovasculaires, diabète, etc., où il peut prescrire des médicaments, mais qui devrait aussi être accompagné, je dirais, d'un spécialiste des saines habitudes de vie. Puis les médecins vont nous dire, on a des nutritionnistes, on a des kinésiologues, des acupuncteurs dans le système, mais des acupuncteurs plutôt, mais dans la réalité, c'est on réfère pas souvent. Je veux dire, dans la pratique, là, les médecins ont la moyenne, là, j'ai lu les statistiques, c'est à peu près 18 minutes avec un patient. Ça, c'est la moyenne. Ça inclut la première rencontre qui dure généralement un peu plus longtemps, puis bon, les rencontres subséquentes. Ce qui fait que c'est pas nécessairement facile d'évaluer le besoin de cette personne-là en termes de prévention et de suivi des saines habitudes de vie. En plus, c'est vraiment des spécialistes du diagnostic et de la prescription de médicaments, mais dans les 105 écoles de médecine qui existent au Canada, il y en a à peu près 30 qui ont le minimum de formation de 25 heures en nutrition, et ce sont souvent des cours optionnels. La plupart des écoles donnent moins de 5 heures de nutrition. On parle pas de temps de sommeil, d'exercice physique, de gestion du stress non plus dans un programme de médecine traditionnel aujourd'hui, là. Donc, le médecin de famille qui allait à la maison, qui rencontrait les gens, qui voyait l'environnement, qui voyait ce qu'il y avait dans l'armoire, dans le frigo, tout ça, ça existe plus. Donc, moi, je pense qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un qui l'accompagnerait dans son travail, pas nécessairement dans le même bureau, mais un support de ce côté-là qui pourrait vérifier un peu plus une anamnèse complète du style de vie de la personne. Tu sais, c'est quoi son environnement psychologique, émotif, social, familial, alimentaire, d'exercice, etc. Tu sais, là, faire un peu le tour. Et pour moi, le naturopathe, c'est un peu ça. C'est le généraliste des saines habitudes de vie. C'est pas nécessairement un spécialiste, admettons, en sommeil ou en exercice ou en nutrition, quoique une bonne formation de ce côté-là, parce que c'est important de savoir comment ça marche pour envoyer à la bonne personne. Mais pour moi, c'est le généraliste qui va dire, suite à un examen médical, suite à un diagnostic, suite peut-être à une prescription, voilà, pour améliorer la situation, je vois qu'il y a un problème au niveau peut-être de la douleur ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'un chiropraticien, un ostéopathe pourrait vous donner un coup de main. Un acupuncteur, par exemple. S'il y a un problème au niveau alimentaire, il va référer peut-être à un nutritionniste qui fait de la nutrition fonctionnelle. Tu sais, gestion du stress, tu as des psychologues, tu as des psychothérapeutes, tu as des hypnologues, il y a des gens dans le réseau qui sont pas nécessairement membres d'un autre professionnel, mais qui ont des compétences intéressantes. Je dirais que le naturopathe, sa spécialité, là, à ce moment-ci, c'est peut-être les produits de santé naturelle. Si on y en donnait une, mettons, parce que c'est assez rare qu'il y a des gens dans le milieu de la santé traditionnelle, là, je parle médecins, pharmaciens, tout ça, qui s'y connaissent bien de ce côté-là. Même si les pharmaciens se disent les détenteurs de l'acte de recommander des vitamines, des minéraux, des plantes, tout ça, ça fait pas beaucoup partie de leur curriculum, de leur formation comme telle. Donc, s'il y a lieu, on s'entend, le début d'une relation patient ou avec un client, c'est plus qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce qui se passe à la base. Est-ce que tu manges bien, tu dors bien, est-ce que tu gères bien ton stress, est-ce que tu fais de l'exercice convenablement? Après, s'il y a un besoin de support parce qu'il manque de nutriments avec une multivitamine ou de la vitamine D ou peu importe, ou si on peut utiliser une plante adaptogène pour stabiliser l'humeur, ou si on donne un supplément, là, le naturopathe peut peut-être combler cette lacune-là dans le système de quelqu'un qui s'y connaît. Puis ça veut pas dire on enlève les médicaments ou on prend pas de médicaments. Ça veut juste dire comment on peut faire pour supporter le traitement. Puis quand on parle de maladies chroniques, là, c'est 80% des consultations en cabinet médicaux, on s'entend. Ce sont tous des problèmes de santé
qui découle des saines habitudes de vie en quelque part. Tu sais, je veux dire, c'est apparu au fil du temps. Donc, un médicament, j'entendais quelqu'un dernièrement dire, écoute, la dépression, c'est pas une carence en Prozac. On est d'accord avec ça. Est-ce que le Prozac peut aider? Définitivement, dans certains cas. Mais est-ce qu'on a besoin d'en prendre jusqu'à la fin de nos jours? Ben, qu'est-ce qui a emmené ce déséquilibre-là? C'est peut-être ça qu'il faut regarder. Puis c'est à ce niveau-là, je pense que on pourrait être utile. On n'est pas là pour déprescrire, on est là pour travailler avec un médecin dans le but d'améliorer la situation pour éventuellement éviter les médicaments dans certains cas. Fait que moi, je la vois comme ça. Hein, c'est vraiment une vision très intégrative, très collaborative. Il faut que les gens soient bien formés, par contre. Il faut qu'il y ait un encadrement, une reconnaissance. Pour moi, ça, on n'a pas le choix, il faut passer par là parce que n'importe qui au Québec en ce moment peut se dire naturopathe avec peu de formation parce que le titre n'est pas protégé. Il n'y a pas d'encadrement, on ne détermine pas dans quelle école, quelle formation, etc. Fait que cette partie-là reste encore à régler. Nous, on l'a un peu réglé dans le sens où on s'est fait comme une espèce de règle, mais je pense que ça rassurerait le public s'il y avait un encadrement un petit peu plus officiel, disons ça comme ça. Une fois que ça va être fait, puis que le type va être protégé, ces gens-là pourraient faire partie intégrante du système de santé. Puis ça va juste améliorer les choses. Pour moi, exactement. Il n'y a même pas de doute. Là. Ça amènerait plus de clarté et puis encore une fois, les gens pourraient plus savoir OK, c'est quoi vraiment, puis ça pourrait se parler encore plus, puis versus t'es naturopathe, versus naturothérapeute, etc. Mais j'aime ce que tu dis, c'est vraiment du travail d'équipe, même si des fois il y a le chevauchement, puis des fois je pense que c'est ça qui accroche au Québec, du moins dans les actes réservés et tout, mais ça égale pas, le chevauchement égale pas de la compétition, t'sais. Puis je pense que c'est ça l'art d'un bon thérapeute et de la formation solide, de faire comme OK, quand est-ce que l'art de voir où est la lacune dans les habitudes de vie de mon patient, des clients. Où est-ce que je commence? OK, est-ce que c'est son sommeil ou est-ce que c'est plus justement de donner peut-être un supplément quelconque, des plantes ou faire comme, hey, va voir un nutritionniste, va voir un psychologue. Oh, retourne voir ton médecin parce que ça, non, là, ça m'achale. On pourra se parler ensemble puis pouvoir faire quelque chose puis travailler à ce que, ultimement, le patient atteigne le mieux-être dans toutes les sphères confondues puis plusieurs sphères égales. Écoute, c'est pas une personne qui peut tout s'occuper de ça, c'est quasi impossible. Non, surtout pas dans les maladies chroniques. Tu sais, t'arrives avec un bras cassé, je veux dire, tu rentres à l'hôpital, t'as besoin d'une chirurgie, de faire un plâtre, un truc comme ça. Je pense que ça va de soi, là. Personne se pose de questions, on s'en va pas voir je sais pas qui, je veux dire, on a ça. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qui est acquis pendant 20 ans, 30 ans, l'apparition d'un diabète ou d'un problème chronique de douleur, peu importe où, je veux dire, ça part de quelque part. Il faut trouver ces causes-là puis essayer de renverser la vapeur ou changer certaines habitudes qui amènent à perpétuer cette problématique qui existe. On le sait maintenant, il y a des maladies qui étaient supposément chroniques et réversibles comme le diabète de type 2, puis on commence à voir du renversement du diabète de type 2 ou du moins de la guérison ou en tout cas de la rémission, là, si on veut utiliser parce que les gens font tout simplement des modifications majeures à leurs habitudes de vie, particulièrement au niveau de l'alimentation. Puis ça marche, tu sais, on voit de la déprescription, mettons, de certains médecins qui suivent ces gens-là. Donc, c'est possible, c'est juste qu'il faut en parler, il faut l'intégrer dans le système. Tu sais, on parlait tantôt de compétition, ou tu as mentionné compétition. Il n'y en a pas de compétition, surtout pas avec les médecins. Les médecins, je veux dire, il y a je sais pas combien de centaines de milliers de personnes au Québec qui ont même pas de médecin de famille. On dit il manque 1200 médecins au Québec ou je sais pas quoi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il manque pas de médecins au Québec. Je pense que si les médecins faisaient ce à quoi ils sont formés et qui sont bons et puis qui délégueraient des actes à des gens qui peuvent encadrer cette pratique-là, fort probablement qu'il en manquerait pas. Ou en tout cas, il en manquerait moins. Là, puis tu sais, il y a une expression en anglais, ils disent « You don't know what you don't know ». En français, on va le traduire assez simple. Tu sais pas ce que tu sais pas. Puis on l'a même vécu en début la semaine passée avec toutes les professionnels. C'est comme wow, je savais pas que vous faisiez ça, vous, tel type de pratique, qu'on pouvait voir ça de telle façon au niveau médical, la médecine fonctionnelle, ou juste de voir la nutrition. Oh, il peut-y avoir un lien avec telle condition?
Ben oui, wow! Fait que des fois, je pense que c'est ça, juste non seulement au niveau des professionnels qui sachent qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est possible de faire si le patient veut aller là, bien évidemment, ça c'est important. Mais au-delà de là, pour la population, les gens, des fois, ça se peut qu'ils se rendent à une condition dépressive, ils se fassent prescrire, un antidépresseur ou autre parce que là, il est au bord du gouffre ou autre, mais qu'est-ce qui fait qu'il s'est rendu là sur toutes les sphères? Oui, tu sais, volet émotionnel, mais souvent le volet métabolique, hyper important, comme on a vu en début de la semaine passée. Mais qui va l'accompagner là-dedans? Puis au-delà de dire, OK, ouais, c'est à cause de ton alimentation, tel aspect au niveau métabolique, mais après ça, le patient, là, il part où, il fait quoi, etc. Je crois que l'éducation, puis prendre les gens par la main pour les amener à un endroit, les éduquer, mais les rendre aussi autonomes au niveau de leur propre santé, qu'ils sachent que en faisant ça, ça les amène peut-être vers un type de condition, un type de maladie. Des fois, les gens, ils savent juste pas, fait qu'on peut pas les blâmer, mais avec cette éducation-là, puis après ça, tu as l'effet un peu domino, ils en parlent à leur famille, puis ça a un effet bénéfique et un cercle positif, autant pour la population. On parlait justement des gens qui n'ont pas de médecin de famille, mais aussi tous les coûts que ces maladies, les coûts de société, que toutes ces conditions-là chroniques associées aux habitudes de vie vont coûter essentiellement. Là. Ça coûte une fortune, c'est clair. Puis quand on fait une petite étude technico-économique par rapport à la prévention puis au renversement de certaines maladies chroniques, vieillissement de la population en santé, là, parce qu'on a fait attention à ces habitudes de vie-là, je veux dire, on sauve des coûts énormes. Puis de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Dans les années qui s'en viennent, il y a un vieillissement de la population, on le sait très bien. On est rendu à plus de 40%, près de 50% de toutes nos taxes et impôts qui vont à la santé. La très, très grande majorité de cet argent-là, c'est pour traiter des conditions puis des comorbidités majeures. Beaucoup de médicaments, évidemment. On a même un déficit au niveau de l'assurance médicaments dans les dernières années. Il y a 4%, puis même j'ai vu 2,5% dernièrement, de ce budget-là qui est dédié à la prévention. Puis la prévention au Québec, c'est essentiellement le diagnostic précoce, donc des tests qui coûtent cher, évidemment, et je vais être un petit peu sarcastique, mais l'impression de dépliant préventif qu'on met dans nos GMF puis dans nos CLSC pour dire aux gens d'arrêter de fumer puis de faire de l'exercice puis mieux manger, sans nécessairement les diriger vers des gens qui savent ce que ça veut dire faire de l'exercice, mieux manger, puis mieux dormir, tu sais. Qui peuvent les outiller de façon adaptée à eux. T'sais, des fois, les gens font comme, faudrait que je fasse de l'exercice. Faudrait que j'aille au gym 5 fois semaine. Peut-être pas. Peut-être que pour toi, c'est de commencer, puis encore une fois, on l'a vu en début de semaine avec Pierre-Olivier, kinésiologue, mais ça peut être juste de faire des étirements bien simples. Il y a de la littérature qui nous dit que métaboliquement, il y a un impact. Ou après, ça peut être juste d'aller marcher une fois semaine. Tu sais, c'est des fois, les gens voient ça gros, ils ont une idée de ce que c'est, puis c'est pas ça pantoute. Fait que, tu sais, les gens ont besoin d'être accompagnés un certain temps du moins pour devenir un peu maître de leur propre santé, puis savoir qu'est-ce qui est bon pour eux, pas qu'est-ce qu'ils ont déjà entendu ou qu'est-ce qu'ils ont vu leur neveu ou leur mononcle faire. Lui, il va au gym, c'est ça, s'entraîner. Attends une minute, ça veut pas dire que c'est ça qui est là pour toi. T'sais. Exact. Puis le point que je voulais amener par rapport à ça, parce que tu me le fais penser, c'est qu'au Québec, nos soins de santé sont en apparence gratuits. C'est-à-dire que ça coûte, je pense que les chiffres, là, c'est autour de 7 200 $ par personne, peu importe l'âge qu'on a au Québec, que ça coûte en taxes et impôts. Donc, on s'entend que c'est pas gratuit, là. Mais le fait de pas sortir d'argent ou de carte de crédit ou de quoi que ce soit, ça nuit un petit peu à cette approche intégrative de la naturopathie ou de la chiropratique ou autres professionnels, ostéopathes, etc. Parce que il y a des coûts engendrés, je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'argent pour rencontrer ces gens-là. Et ça, c'est parfois un frein. Je dirais même souvent un frein pour la population. Et c'est la raison pour laquelle, si on était intégré au système de santé, que ce soit la naturopathie ou autre, l'avantage
À court terme, ça coûte plus cher parce qu'il faut rémunérer ces professionnels-là au même titre qu'on rémunère, je sais pas qui, un médecin ou une infirmière. Cela dit, en bout de ligne, si on a moins de prescriptions, moins d'hospitalisation, moins de retours réguliers à l'hôpital pour des comorbidités, puis moins de complications dans le traitement ou dans le suivi des maladies chroniques, je veux dire, on va sauver, c'est presque certain. Mais ça prend beaucoup de volonté politique pour choisir d'en dépenser plus à court terme pour en dépenser moins à long terme, tu sais, parce que c'est ça notre plus grand challenge, à mon avis, c'est de convaincre la population de se payer des conseils, comme tu l'as mentionné, de la formation, puis un accompagnement personnalisé vers le bon programme d'exercice pour moi, le bon programme alimentaire pour moi, le bon programme de gestion du stress pour moi. Tu sais, c'est un bout, malheureusement, qu'on oublie, mais qui est la réalité. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut dire demain matin, ben je prends une consultation avec un naturopathe. Parce que, je veux dire, ça implique de débourser. Évidemment, s'il y a des assurances privées, parfois, ça peut aider à couvrir une partie, mais c'est pas toujours le cas, tu sais. Puis je suis certain que comme chiropraticien, tu le vis aussi, là, je veux dire. Ça a longtemps été ça, même encore, même en tant que profession, tu sais, un petit peu ce qu'on dit qu'on pourrait aider à décharger le système public, tu sais, des conditions chroniques là, qui en ont vu des spécialistes décider ça, incluant les coûts associés, puis que finalement, s'ils étaient venus me voir en premier, peut-être qu'on aurait évité bien des gens qui se font lancer la balle à différents endroits dans le système public. Puis, tu sais, je pense que c'est un paradigme qui est en train de changer. Je pense que ça passe par tout ce qu'on fait là, justement, le pourquoi justement des épisodes de podcast et compagnie, mais que les gens sachent que ça se fait. Mais le fameux paradigme de je suis pas malade, donc je suis en santé. Tu sais, je suis en santé jusqu'à temps que je sois malade. Puis à un moment donné, boum, je me réveille un matin, j'ai quelque chose, puis là, je suis malade, mais c'est une condition qu'on appelle une condition chronique, qui s'est pas faite du jour au lendemain. Ça a pris plusieurs années à se tramer, et là, du jour au lendemain, je file pas, puis là, j'ai besoin d'un médecin, puis ça presse. Fait que je pense que c'est en train de changer un petit peu, mais tu sais, on parle beaucoup de prévention, mais aussi d'optimisation au quotidien. C'est là que chacune de ces habitudes de vie-là, pour chacun, la priorité va être à un endroit versus à un autre. Mais je pense que ça passe beaucoup par là. Puis je pense que les gens, de plus en plus, avec Internet, les médias sociaux, mais je dirais aussi par les problématiques qu'on a avec le système de santé actuel, ça amène les gens à se tourner vers d'autres avenues qui, malheureusement, des fois, c'est ça, doivent débourser de leur poche et compagnie. Mais c'est ça. Ben, ça se fait. Je veux dire, ça existe. Il y a 79% de la population canadienne qui ont consulté un praticien en approche complémentaire dans les dernières années, tu sais. Ça fait que, oui, je veux dire, 79%, ça reste, on s'entend que c'est pas marginal, là. Je veux dire, c'est une partie importante de la population. Donc, oui, ils y vont. Mais comme il n'y a pas nécessairement une super structure, comme ça fait pas partie intégrante du système, c'est pas facile de trouver le bon, c'est pas facile d'avoir, tu sais, il y a pas, c'est tout en silo, c'est en vase clos, tu sais. Moi, j'ai la chance depuis peu de faire partie d'un centre de santé qui s'appelle le Centre Axis, pour pas le nommer, où là, on a médecins, infirmières, nutritionnistes, kinésiologues, psychologues et naturopathes. Puis chacun a son rôle à jouer, mais je trouve extraordinaire qu'une personne qui se permet, parce qu'on s'entend, là, c'est au privé, un programme de 3 mois ou de 6 mois, va avoir accès à tous ces professionnels-là, un après l'autre, mais ces gens-là, en plus, se parlent. On se parle régulièrement de certains dossiers. Tout est fait selon les règles de l'art, puisqu'il y a un médecin là, donc il y a une déontologie, on protège les données, etc. Là, tout est fait parfaitement, mais ce que je veux dire, c'est imagine, tu as une équipe traitante là, qui dit, bon, ben écoute, il se passe telle chose dans tel cas, qu'est-ce que t'en penses? Là, quelqu'un qui a une idée. Ça, c'est l'idéal, la santé intégrative pour moi. Tu sais, c'est vraiment ça que ça prend dans le système. Ça se fait dans le système actuellement classique, là, je veux dire, médecins et spécialistes, probablement avec les infirmières quand même un peu, quoi qu'ils n'ont pas beaucoup le temps, mais bon, disons que ça se fait. Mais ça reste que tout l'aspect préventif, des saines habitudes, que ça soit alimentation, sommeil, gestion du stress, exercice, est peu intégré dans cette discussion-là.
il manque quelque chose. Il manque vraiment un bras complet, à mon point de vue, au système de santé actuel au Québec. Puis on est vraiment en retard de ce côté-là parce que la santé intégrative à travers le monde, ça commence à vraiment prendre son envol. Il y a beaucoup de pays. Écoute, la naturopathie, j'ai parlé de 6 provinces canadiennes. Il y a à peu près 26 États américains. Il y a plusieurs pays à travers le monde. Puis ça, je parle juste de naturopathie. Là, je parle pas, de l'acupuncture, de la chiropratique et autres modalités qui indirectement vont faire partie des systèmes de santé. Fait que c'est juste une question, comme je l'ai dit tantôt, de volonté politique de vouloir améliorer les choses. Je pense qu'actuellement, le gouvernement et le ministre de la Santé veut définitivement changer des choses. Est-ce qu'il est conseillé dans ce sens-là? C'est quoi l'information qu'il y a? Mais je pense qu'il y a une ouverture d'améliorer l'accès, d'améliorer le service, d'améliorer les coûts, puis de faire un peu plus de prévention. Là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis on l'a senti au sommet, tu reviens là-dessus, puis moi aussi, j'ai beaucoup aimé. On était comme 75 praticiens, c'est 13 ou 15 professions différentes, puis il y avait au moins 20-25 médecins, là, dont des spécialistes, psychiatres, anesthésistes, etc. Je me dis, il y a un intérêt parce que peut-être qu'ils sont pas satisfaits non plus du système, parce qu'ils sont dedans, ils doivent, soigner des gens, traiter des gens, puis c'est frustrant quand t'as pas les résultats que tu veux obtenir, puis tu sais qu'il y a peut-être des solutions. Comment on fait pour les éduquer, ces gens-là, à mieux manger puis à mieux bouger, parce qu'ils reviennent me revoir tous les 6 mois avec toujours la même condition, puis ils changent rien dans sa vie. Moi, j'ai pas cette expertise-là. Je suis pas nécessairement, je me mets dans la peau du médecin. Je peux pas plus l'aider. Je l'envoie voir qui. Je sais pas ce qu'ils font les naturopathes au Québec. Puis même si les chiro ont un ordre professionnel, je suis pas sûr que je comprends bien c'est quoi qu'ils font les chiro. Puis la même chose pour les acupuncteurs. Puis même les nutritionnistes, tu sais. Je trouve terrible, moi, qu'un médecin recommande d'aller voir une nutritionniste uniquement ou presque dans les troubles d'obésité ou à la limite de diabète, là, mais jamais s'il y a un problème de douleur ou de sommeil ou autre problème chronique, quand on sait que la base de la vie, c'est l'alimentation. T'sais. Même eux autres, dans le système, sont sous-utilisés tant qu'à moi. Là, fait qu'il il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis convaincu. Moi, je suis très optimiste parce que en fait, ça va passer par le patient. C'est les gens qui vont finir par dire, écoute, je lève la main, là, moi j'en veux plus. Là. Ça me satisfait pas. Puis quand il y aura une assez forte demande, il y aura pas le choix. Il va se passer quelque chose. T'sais. Exactement. Il faut que ça vienne du public. Puis on le voit. Puis justement, le public, les praticiens également, comme on discutait tout à l'heure, là, vraiment. Je crois que les gens voient un peu les lacunes, autant au niveau de leur pratique. Je vais pas mettre des mots dans la bouche des autres, mais je vais parler pour moi, même en tant que chiropraticien. Souvent, je vais voir que, OK, là, il y a quelque chose qui des conditions chroniques, qui a un lien soit avec l'alimentation ou avec autre chose. Ben là, c'est sûr qu'il faut que je m'entoure d'une équipe de nutritionnistes. Je travaille beaucoup en conjointement aussi avec les naturopathes. Il y a des gens qui m'écoutent, des nutritionnistes naturopathes à qui ça parle. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir, là, dépendamment vous êtes dans quelle région. On a toujours besoin de bonnes références, de praticiens qui ont justement la santé de leurs patients à cœur pour faire de la collaboration. Parce que c'est pas vrai qu'un individu peut s'occuper de tout. C'est impossible. Surtout quand les gens ont besoin, soit partent de loin ou vraiment il y a un aspect. Je suis le premier moi-même, quand il faut que je change une habitude, il faut que j'instaure une nouvelle chose dans mon style de vie, dans ma routine. Pas évident, là. Puis ça nous prend de l'aide, de l'encadrement pour un certain temps, jusqu'à temps qu'on soit autonome par nous-mêmes et que ça devienne ancré, mais ça se fait pas du jour au lendemain, surtout si on a une condition de santé ou une problématique qui est due à l'accumulation à travers une panoplie d'années d'une habitude qui a été inefficace pour nous, une ou plusieurs. Hein? Puis c'est souvent plus plusieurs qu'une. Fait que ça prend de l'encadrement, ça prend de l'aide, puis quelqu'un qui est outillé pour pouvoir identifier c'est quoi dans votre cas, puis l'adapter à votre réalité. Puis ça, c'est un art et ça implique plusieurs compétences.
Clairement. Ah oui, absolument. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis je pense que c'est du gros bon sens. Je vois pas quelqu'un qui peut s'obstiner à la discussion qu'on a présentement. Dans le sens où, comment veux-tu dire, ben non, ça n'a pas d'allure de faire de la prévention puis d'améliorer les habitudes. Puis ça n'a pas d'allure de dire qu'on a besoin de quelqu'un pour nous guider parfois dans certaines de ces habitudes-là. C'est complètement... Qu'est-ce que tu dirais, Dino, à travers les années, là, je suis sûr que tu en as vu plusieurs, quels sont les plus grands mythes ou méconceptions, je te dirais, par rapport à la naturopathie? Ben, en fait, ce que j'entends le plus souvent, c'est que c'est pas evidence-based, c'est-à-dire que c'est pas basé sur la science, que c'est un peu n'importe quoi, que c'est dangereux. Puis ça me fait toujours un peu rire parce que la première condition pour obtenir un encadrement du gouvernement et particulièrement de l'Office des professions, c'est de montrer les risques et préjudices de la pratique. C'est-à-dire qu'il faut démontrer au gouvernement ou à l'Office des professions qu'on est dangereux pour pouvoir être encadré. Et depuis 25 ans, on n'est pas capable de faire ça. C'est notre plus grand défi, en fait, parce que j'ai relevé les 10 dernières années toutes les plaintes, par exemple, au Collège des médecins ou les cas qui ont passé dans le journal en première page dans différentes régions du Québec. Et effectivement, il y en a quelques-uns. On s'entend, là, il peut y avoir 2-3 cas où il y a eu, vraiment préjudice à l'individu parce que la personne a fait une gaffe, une erreur. Mais je veux dire, comparé à la médecine ou à autres pratiques, je veux dire, c'est rien. Hein. On n'est pas pris au sérieux dans le sens où on n'est pas très dangereux parce qu'on est des conseillers, on donne des conseils. Mm-hmm. On fait pas d'intervention. Nous, on n'est pas habilité à faire un examen physique, on touche pas aux gens. Je veux dire, on prescrit pas de médicaments, évidemment. On peut recommander des nutriments, des vitamines, des plantes, mais avant que ce soit vraiment dangereux, il faut prendre souvent des dosages très, très importants. Évidemment, il y a des contre-indications ou des interactions possibles avec les médicaments. La plupart des naturopathes sont relativement bien formés de ce côté-là, mais même dans ces interactions-là, c'est rarement une interaction majeure qui peut amener vraiment la mort ou un problème très important. Donc, tout ça pour dire que c'est pas évident. Donc, la dangerosité pour moi, tu sais, parmi les mythes, je fais comme, peut-être, si on sait vraiment pas ce qu'on fait, puis qu'on je sais pas quoi, là, on enveloppe quelqu'un dans le plastique, puis on le met dans un sauna pendant 2 heures. Tu sais, il y a des affaires qui se sont faites, puis je suis tout à fait conscient que ça fait pas nécessairement de sens toujours. Mais cela dit, en général, c'est quand même pas si mal. Maintenant, au niveau de l'evidence-base, ou de la science derrière la naturopathie, c'est vraisemblablement des gens qui n'ont pas fait leur devoir qui disent ça. Parce que si on prend juste les plantes, par exemple, ou l'approche, la phytothérapie ou l'utilisation des plantes, premièrement, ça date de millénaires, puis on s'entend qu'il y a probablement encore 60-70% de la population mondiale qui dépendent de l'utilisation des plantes pour leur santé, puisqu'ils n'ont pas nécessairement accès à des médicaments, peut-être comme nous, on peut l'avoir ici en Amérique du Nord. Il y a plus de 60 études publiées sur une plante qui s'appelle la passiflore. La valériane, c'est pareil. Je veux dire, on a des données scientifiques intéressantes. Puis l'autre affaire, les vitamines et les minéraux, ce sont des éléments essentiels. Essentiels en biologie, ça veut dire que j'en ai absolument besoin pour vivre. Sinon, ultimement, avec le temps, je vais mourir, là, ou en tout cas, je vais être malade si j'en manque. Et je suis pas capable d'en fabriquer moi-même à partir d'autres choses. Donc, toutes les vitamines sont essentielles, tous les minéraux sont essentiels. Il y a 2 acides gras qui sont essentiels, puis il y a 9 acides aminés qui composent nos protéines. Fait que si on les prend pas dans notre alimentation, et parfois en supplément, dépendamment de notre alimentation puis de notre condition, puis on est-tu malade, on a-tu besoin de plus, je suis enceinte, je suis en croissance, je suis vieillissant. Donc, il y a des situations où on en a besoin. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de science derrière ça, je dis, voyons, retourne à l'école, là. C'est de la biochimie classique. Je veux dire, il y a même pas de doute par rapport à ça maintenant. Et il y en a pas tant d'experts de ça dans notre système. Tu sais, je veux dire, c'est juste ça. Fait que la naturopathie, c'est un peu ça. Et après, si on parle des habitudes de vie, conseiller les gens sur leur alimentation, oui, il y a des nutritionnistes qui font cette job-là, mais tu sais, parfois,
le généraliste peut quand même orienter. Puis là, quand on parle de diète spéciale ou adaptée ou de certains nutriments qui sont intéressants pour un client en particulier parce que, bon, sa condition l'indiquerait, ça peut être le fun. Les 4 piliers, pour moi, c'est l'alimentation, l'exercice physique. Je pense que tout le monde se fait dire quand ils vont chez le médecin puis que, par exemple, ils ont une condition métabolique, ils ont eu un événement ou un épisode cardiovasculaire, ils ont un surplus de poids, peu importe, ils se font dire, mange mieux, bouge plus. Ça veut dire quoi, ça, pour le commun des mortels? Mange mieux, bouge plus. Je reviens chez nous, moi, je sais dessus, moi. Je veux dire, j'écoute les émissions à la TV avec les cooks puis tout ça, puis j'essaye d'apprendre, mais tu sais, c'est pas simple. Tu l'as dit tantôt, changer une habitude, c'est pas facile. Ça prend quelqu'un pour te guider. Le médecin ne guidera pas. Il te prendra pas par la main. Il a pas le temps de faire ça. Puis parfois, il sait pas nécessairement. Fait que tu sais, c'est là qu'un kinésiologue, un nutritionniste, peut-être un naturopathe, tu sais, qui chapeaute tout ça, devient intéressant. L'autre, c'est le sommeil. C'est incroyable comment le sommeil est important. C'est probablement le pilier. Bon, évidemment, il faut manger puis boire, là, mais après, là, on disait, c'est le sommeil. La plupart des gens réalisent pas que tu vas devenir métaboliquement affecté après 3, 4, 5 jours de mauvais sommeil. Et donc, au niveau psychologique, au niveau métabolique, je veux dire, c'est clair qu'il va y avoir des problèmes si tu dors pas bien. On arrange ça comment? Peut-être qu'il va falloir voir un spécialiste, mettons, de la respiration si on fait de l'apnée ou un truc du genre, mais ça se peut juste qu'il y ait besoin de conseils comme température dans ta chambre, type de matelas, noirceur, aliments avant de se coucher, café, tu sais, des choses un peu banales, mais qui peuvent améliorer la situation. Que les gens savent pas ou pensent même pas, souvent. Carrément. Puis la 4e, c'est la gestion du stress. Bon, c'est pas évident là, dans notre société de gérer le stress. On est tous conscients de ça. Mais tu sais, il y a des spécialistes de la méditation, du yoga, des psychologues, des psychothérapeutes, des hypnologues. Il y a des gens extraordinaires qui peuvent nous aider à avoir un impact là-dessus. Je pense à la méditation pleine de conscience. Tu sais, on dit des mots comme ça, là, puis on revient à ta question. Puis là, c'est des affaires flyées, ça, puis ça, c'est pas basé sur la science. Ben écoutez, je veux dire, si vous pensez ça, prenez 5 minutes, puis faites une petite recherche, puis vous allez vous rendre compte qu'il y en a de la science derrière ça. Là. C'est pas bon. Est-ce qu'il y a des études cliniques sur les suppléments? Comme on en a, par exemple, avec le Lipitor ou une statine, pour pas en nommer une spécifiquement, où là, on a utilisé des centaines de milliers de personnes pendant des années. On a dépensé 300 milliards de dollars pour essayer de démontrer qu'on réussit à baisser un peu le cholestérol puis à réduire les épisodes d'infarctus du myocarde de 2%, là, parce qu'on s'entend, c'est ça le chiffre. Non, évidemment, dans les vitamines, les minéraux puis les plantes, il y a personne qui a dépensé 200 milliards pour démontrer une activité comme celle-là. Cela dit, avec des centaines, voire des milliers de pratiques cliniques, puis pour les professionnels de la santé comme toi, je sais que tu as une spécialité de ce côté-là aussi, qui voient des résultats probants hein, chez les patients. Est-ce que c'est juste placebo? Moi, je pense que non, mais évidemment, même si c'était juste ça, il y a quand même de l'amélioration, puis les gens se portent mieux, puis ils se sentent mieux. Moi, j'ai pas besoin d'une étude à 200 milliards de dollars sur des 200 000 patients. Si on pouvait l'avoir, je serais le premier à être heureux parce que évidemment, ça nous aiderait dans notre discours, puis ce serait plus facile de convaincre les gens. Mais c'est vraiment ça finalement. Puis oui, il y a des gens qui ont des préjugés avec la naturopathie parce qu'ils ont des mauvaises expériences. De là l'intérêt d'un encadrement. Tu sais, il faut comprendre que même en médecine ou en n'importe quelle autre pratique, il y en a des bons puis il y en a des moins bons. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de la réalité. Dans notre cas, c'est encore plus possible puisque la formation et la pratique n'est pas encadrée au Québec. Encore une fois, le discours, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est cet encadrement-là pour aider justement à obtenir la confiance du public. Est-ce qu'il va y avoir des dérapages? Bien sûr, pareil. Tu sais, il va toujours en avoir des gens qui vont pas faire la bonne affaire, peu importe dans quel domaine. Mais je pense qu'on limite les chances que ça arrive à partir du moment où on fait ça. Fait que, à la fin, là, oui, effectivement, il y a des gens un petit peu hurluberlus qui font des choses peut-être pas basées sur la science, un peu partout dans la société, pas juste en naturopathie, mais de façon générale,
Puis si on regarde ce qui se passe à travers le monde, l'évolution de la science fait qu'on est de mieux en mieux, de meilleur en meilleur, puis qu'on comprend de mieux en mieux ce qui se passe chez les individus, puis qu'on est capable de mieux en mieux de les aider. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a des mythes, ça reste des mythes qui parfois, dans certaines situations, sont fondés, mais c'est des cas uniques. Je pense qu'en général, la profession est vraiment très intéressante et de mieux en mieux enseignée, compris, pratiquée. Exact, tu sais, puis il y a des trucs farfelus dans chaque profession, toute profession confondue. Il y a toujours, comme tu dis, un certain degré d'insatisfaction ou d'échec, mais je te dirais même au niveau plus standard, médical ou autre. Puis je pense que c'est pour ça que les gens, des fois, surtout quand on parle de maladies chroniques, là, ça nous ramène beaucoup à ça, parce qu'en bout de ligne, c'est le patient ou l'individu qui est responsable de sa santé. Tu sais, le médecin, il peut avoir les meilleurs outils au monde, mais si la personne, c'est elle-même sur des années qui a créé cette condition-là, puis, ben écoute, en urgence, à l'état d'alerte, OK, on donne la médication pour éviter le pire, etc. Parfait, mais si la personne retourne dans son même pattern, ben le médecin va être là pour la réaccueillir plusieurs mois ou années plus tard avec la même condition ou encore pire. Mais c'est là que ça devient difficile. Il faut que chacun prenne responsabilité pour sa santé et s'outille et s'entoure des bons professionnels. Puis je pense que tout est là, la place de la naturopathie au Québec et de tous ces professionnels de la santé-là. Mais comme tu dis, d'avoir un bon encadrement, ça va aider autant la profession que les autres professionnels et la population, les patients en bout de ligne. Tu sais. Ouais, puis ce que j'allais dire d'ailleurs, parce que je parlais de conditions médicales ou autre, puis moi des fois des mythes que je dirais, ou de méconceptions par rapport à la naturopathie, par rapport aux autres professionnels ou même les médecins, c'est comme de la pratique illégale de la médecine ou de traiter des maladies. Mais j'aimerais ça si tu veux élaborer là-dessus, mais c'est pas... J'aimerais ça qu'on fasse une nuance ici, là, justement, de la santé versus la maladie. Tu sais. Dans le volet naturopathique, c'est comme un thinking complètement différent. Tu sais. C'est pas de traiter une maladie, c'est d'aller voir, justement, ben, écoute, si tu veux élaborer là-dessus. Non, mais il y a une espèce de... Moi, j'ai rencontré une couple de fois l'inspecteur du Collège des médecins qui s'occupe des professions autres que médicales, en fait, comme la naturopathie ou probablement même d'autres professions. Et il reçoit parfois des plaintes, tout ça, mais il est complètement conscient de la pratique de la plupart des professionnels autres, comme on a dit. Puis ce qu'il nous disait, en fait, c'est toujours la même chose. On protège le traitement et le diagnostic. C'est la partie, disons, la plus sensible, si on veut. Et donc, les mots sont importants. On dit, ben, nous, on va soulager des inconforts. Ça, c'est correct. C'est un peu particulier, moi, je trouve, quand même, parce qu'on s'entend... Évidemment, tu as parlé d'optimisation. Notre but, nous, c'est d'améliorer les habitudes de vie pour optimiser la santé, pour qu'on vive en santé le plus longtemps possible. La réalité, c'est que les gens qui viennent nous consulter sont souvent dans un processus où ils sont encore malades, ils ont été voir des médecins, ils ont encore un diabète de type 2, ils souffrent encore d'une condition médicale, ils sont polymédicalisés, on le sait, ils prennent beaucoup de médicaments, ils ont fait le tour un peu du système classique, ils n'ont pas trouvé de conseiller plus sur les habitudes de vie ou quelqu'un pour les accompagner un petit peu plus longuement, et se retrouvent chez un naturopathe ou peu importe, un ostéopathe, un chiro ou autre, ils sont un peu mal en point. Et leur attente à eux, c'est qu'on les guérisse. Et c'est à ce niveau-là que c'est pas notre rôle. Évidemment, vous autres, vous avez un acte parce que vous avez un ordre professionnel, mais en naturopathie, je veux dire, on n'a pas d'acte protégé ou à nous, ce qui fait qu'on peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire de l'éducation, les orienter le plus possible. Je dirais même qu'à la limite, recommander un supplément ou un produit de santé naturelle pourrait être considéré comme un acte médical. Donc, la réalité, c'est que si on prend la loi médicale au Québec, il n'y a pas grand-chose qu'un naturopathe peut faire qui pourrait pas être passible d'amende ou de se substituer, c'est-à-dire d'usurper la profession médicale, tu sais, la pratique illégale.
Mais bon, ils sont conscients de ça, ils sont beaucoup plus tolérants qu'on peut penser par rapport à ça, dans la mesure où on peut aider la personne à améliorer sa santé ou à soulager ses inconforts. Là. J'utilise sciemment ces mots-là parce que c'est les mots qu'on nous a dit qu'il faut qu'on utilise. Mais à la fin, l'attente du client est toujours la même chose. Je veux que tu m'aides à améliorer ma condition. Et le plus important, c'est ce que tu as dit tantôt, c'est son rôle à lui, parce que là, on parle d'habitude de vie. Moi, je peux pas manger à sa place, je peux pas bouger à sa place, je peux pas gérer son stress, je peux pas dormir à sa place. Donc, on s'entend. Mais ça veut dire quoi? Je l'ai dit tantôt. Mange mieux, bouge plus, dors mieux, gère ton stress. Ça, c'est facile de dire ça à quelqu'un. Je veux dire, on le répète à vitam, on n'arrête pas de répéter ça. Tout le monde le répète. Mais les gens, ils savent pas comment faire ça. Ils apprennent pas ça à l'école. Ça fait pas partie du curriculum scolaire de mieux manger puis de tu sais, on fait un peu d'éducation physique, mais il me semble qu'on coupe tout le temps là-dedans. Tu sais, il y a comme un paradoxe par rapport à ça. Donc, ils ont besoin de gens pour les conseiller puis les accompagner. Puis à travers ce processus-là, il peut y avoir des petits déblocages, admettons, avec de l'acupuncture ou avec de la chiropratique, par exemple. Il peut y avoir des petites interventions chez des gens qui ont des ordres professionnels puis qui sont habilités puis qui ont un acte qu'ils peuvent pratiquer. Sinon, dans notre cas, recommander peut-être d'essayer avec un supplément temporairement pour aider à soulager un inconfort ou une situation, tu sais. Mais le but ultime, tu l'as bien dit, c'est d'éduquer les gens à dire, OK, regarde, là, ça fait 10 ans, je suis toujours à côté au mur, ça va pas, je retourne à l'hôpital régulièrement, j'ai des problèmes associé à ma maladie chronique. Je veux dire, moi, j'ai vu tellement de gens pendant l'épisode de la COVID-19 avoir une crainte majeure parce qu'il y avait une condition chronique, puis on sait très bien que 97% des décès ont été chez des gens qui avaient une comorbidité. Ce qu'on appelle une comorbidité, c'est une autre maladie chronique qui a aggravé les symptômes de l'infection. Comment je peux faire pour les éliminer ou en tout cas, du moins, les diminuer, ces affaires-là, pour que si jamais ça m'arrive, parce que bon, c'est, mettons, la première pandémie, en tout cas, dont moi je suis conscient à un niveau planétaire, mais est-ce que ça va être la dernière? Moi, j'en doute, là. J'ai l'impression qu'il va en avoir d'autres. Donc, à ce moment-ci, je fais quoi, moi, pour m'assurer que la prochaine, je vais passer à travers, mettons, le mieux possible. Et puis ça, c'est sans compter plein d'autres choses là dans notre environnement. Ça fait que, moi, je pense que tu as raison. Les gens vont devoir prendre leur santé en main, mais ils ont besoin d'une équipe pour les guider. Puis c'est ça, c'est à ça qu'on veut servir. Cette équipe-là manque dans notre système. Il faut juste l'intégrer. Puis c'est plate parce qu'il y a des professions dans cette équipe-là qui ont des ordres professionnels. Je pense à la tienne, mais je pense aux acupuncteurs qu'on sous-utilise. Là. Dans ton cas, tu vas me dire, moi, ma pratique, ça va, là, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir plus de monde, mais il y en a quand même des praticiens qui sont même pas à temps plein et qui pourraient tellement servir, fait que c'est ça. Assurément, puis je pense qu'il y a place encore plus à ce que les gens connaissent ce que les autres font, puis ça nous ramène un peu à la discussion des actes réservés et tout, même des lois associées, même nous, en tant que chiropraticiens, je veux dire, il y a encore des lois qui sont désuètes, puis qu'on peut même pas afficher nos spécialisations ou nos domaines d'intérêt ou certaines certifications, fait que ça devient des fois difficile pour voir le public, « Hey, j'ai vu Maxime, mais là, je m'en vais voir tel autre, puis c'est un monde de différence, puis ils travaillent pas nécessairement, ils ont pas les mêmes data, ils ont pas les mêmes spécialisation. Fait que c'est difficile pour le public, de même nous autres, qui on a un ordre professionnel, de pouvoir bien se diriger. Fait que j'imagine pas pour quelqu'un, pour justement un corps professionnel qui ont même pas cette régularisation-là, c'est pas évident. Puis pour revenir au volet, c'est pour ça que j'étais curieux par rapport au volet du diagnostic. Je voulais traiter une condition versus juste optimiser la santé de mon patient, du client que j'ai devant moi. Je pense que la nuance est là. Tu sais, je pense pas qu'il y a aucun naturopathe qui va prétendre traiter une condition médicale. Souvent, les gens ont vu une panoplie de médecins, ils ont leur suivi et tout, puis ça ne remplace en aucun cas. On va essayer d'aider les gens à optimiser leur santé pour que leur corps s'auto-guérisse essentiellement, retrouve l'homéostasie, on va dire ça comme ça, et que, il aille essentiellement mieux au quotidien. Et puis moi, je le vois, même moi, qui a un ordre professionnel, qui a un cadre, j'ai le droit au diagnostic neuromusculo-squelettique, mais les gens viennent me voir pour des douleurs chroniques bien souvent. Fait que là, mal au bas de dos, finalement, on commence à
oui, des fois, justement, j'utilise plein de principes naturopathiques, des herbes, des produits naturels et tout. Puis, on va souvent jouer sur les habitudes de vie pour surtout ces conditions chroniques-là. Fait que là, la personne est comme, finalement, waouh, ma digestion va mieux, mon sommeil va mieux. Puis là, elle me réfère son cousin qui a justement des problématiques digestives, mais qui a déjà vu plein de spécialistes et tout. Puis là, je leur dis, écoutez, moi, je traite pas de conditions digestives, mais en optimisant, oui, votre système neuromusculo-squelettique, oui, des ajustements vertébraux, oui, l'inflammation mécanique, mais souvent avec certaines petites recommandations ciblées, une bonne anamnèse, etc., on a des bons résultats sur une panoplie d'autres trucs. Mais est-ce que je traite un côlon irritable? Absolument pas. Est-ce que je vais aider la santé générale individualisée à la personne que j'ai devant moi? Assurément, pour que son système aille mieux, ses douleurs au bas du dos aillent mieux. Regardons, elle dort mieux. Regardons aussi, sa digestion va mieux. 3 petits points. Puis ça, c'est du cas par cas, et c'est là qu'il y a quelqu'un qui s'assoit avec vous, qui est spécialiste des habitudes de vie, etc. Je pense vraiment que tout le monde gagnerait là, à ce que justement il y a un avancement au niveau du dossier de la naturopathie au Québec. Ça c'est certain. En tout cas. Puis je te dirais, en fait, pour amener vers une certaine conclusion, on a parlé beaucoup de la santé au Québec, le plan un peu pour la place de la naturopathie, mais aussi quel serait justement en 2-3 lignes ton rêve là pour les années à venir là, en termes de naturopathie au Québec? En fait, le rêve ultime, c'est puis je suis pas certain que tout le monde partage mon opinion parce que les naturopathes arrivent à pratiquer présentement avec une certaine liberté, puis s'il y a un encadrement, peut-être que là, il risque d'avoir moins cette liberté-là. Mais cela dit, pour moi, c'est vraiment l'intégration au système de santé. C'est-à-dire comment on peut participer à l'effort collectif d'améliorer la santé des gens ou d'optimiser la santé des gens. Donc, clairement, si la naturopathie est encadrée, qu'on détermine que, par exemple, parce que c'est ma vision, mais que c'est le généraliste des saines habitudes qui va arriver à faire une anamnèse puis un questionnaire un petit peu plus complet qu'on va faire en première ligne avec le médecin, mais en parallèle ou en même temps, et référer aux bons spécialistes des habitudes de vie, c'est-à-dire que là, chaque habitude de vie peut avoir son spécialiste, mais ça prend comme quelqu'un pour diriger. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et peut-être leur donner ce chapeau-là d'expert au niveau des suppléments, des plantes, des vitamines, des minéraux, des trucs comme ça. Donc, de l'optimisation nutritionnelle, mettons ça comme ça. Sans pour autant empêcher quelqu'un comme toi d'être bon là-dedans ou un médecin qui fait de la médecine fonctionnelle de connaître ça. Mais disons qu'il y aurait le chapeau et qui serait intégré au système de santé dans des cliniques de santé intégrative. Hein, tu l'as mentionné au début, je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Vitalité Québec, puis suite à la COVID, à un moment donné, j'avais fait une petite analyse des dépenses au Canada de la COVID là, qui ont engendré. Puis on parle de centaines de milliards de dollars. Okay, on s'entend, là, il y a eu de l'argent qui a été donné, pas nécessairement directement pour soigner ou combattre l'infection, mais pour supporter l'économie. On pense entre autres aux 1200 dollars qu'ils ont donné aux gens, aux jeunes, les entreprises ont reçu de l'argent, tout ça. Et je dis pas que c'était pas justifié. Il y a probablement beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié de ces sous-là, mais il y en a, en tout cas, dans mon entourage pour autour, qui auraient peut-être bien vécu sans ça de toute façon. Et où je vais en venir par rapport à ça, c'est que si on prend 200 milliards de dollars, j'avais fait l'exercice pour le fun, puis on était en mesure d'ouvrir 600 cliniques de santé intégrative à travers le Canada, et on parle d'un budget de 100 millions de dollars pour la bâtir et de 100 millions de dollars sur les 10 prochaines années pour l'entretenir et payer les professionnels. Et là, moi, je vois une vision d'une clinique de santé intégrative où les gens en maladie chronique qui ont eu un diagnostic, qui ont eu des traitements, qui se retrouvent là et qui vont être pris en charge. On va leur montrer à cuisiner, à manger des aliments non transformés. Il va y avoir un gym là-dedans. Hein? On va leur apprendre un peu comment bouger pour eux, hein, pour leurs conditions, sans discrimination, évidemment. Hein? Généralement, ça sera peut-être pas non plus des athlètes qui vont se ramasser là, mais on sait pas. Mais bon, pour dire, tu sais, des fois, les gens sont intimidés d'aller dans un gym parce qu'ils se sentent pas nécessairement à la bonne place. La nutrition, la gestion du stress, je veux dire, des classes de yoga, etc. Donc, on passe 1 semaine, 2 semaines là, un peu comme on le fait dans certains centres là, de suivi en cardiovasculaire, tu sais.
Il y a à peu près juste le centre épique, puis encore, tu sais, ça existe pas, ça, au Canada, au moment où on se parle. Ce sont toutes des petites cliniques, séparées, puis des petits centres, puis il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de coordination de ça. Mais imagine, là, je veux dire ce que je viens de dire, on parle de 600, là, on s'entend que les plus grandes villes pourraient être couvertes comme ça, là, où là, vraiment, il y a un centre pour ça, pour faire de l'éducation, pour les saines habitudes de vie, pour que les gens apprennent à prendre leur santé en charge et qui retournent pas à tous les 6 mois, à toutes les années avec un autre épisode cardiovasculaire ou une aggravation de leur diabète ou autre. Est-ce que c'est réaliste? Bien sûr qu'à court terme, c'est un peu n'importe quoi, là, mais je veux dire, c'était ça mon rêve. Tu m'as demandé c'est quoi, pour moi, c'est ça. On comprend ce que les gens font, on les intègre dans une équipe de soins pour les maladies chroniques, puis on leur fait même un super centre, pour recevoir les gens, puis pour faire ce travail-là avec des salles de cours, des trucs comme ça. Puis, tu sais, quand je dis 600, c'est exagéré, mais mettons 50 au Canada. On s'entend-tu qu'on commence puis qu'on n'est pas pire, tu sais. Fait que c'est un peu ça, finalement, je pense. C'est vraiment à long terme, à moyen terme. Il faut comprendre que ça existe. Il faut arrêter de donner toute la charge de soigner puis de prendre soin des gens aux médecins parce que ils peuvent pas prendre cette charge-là, à mon avis, pas dans ce qu'on vient de discuter, pas dans toutes les expertises qu'on vient de discuter. Puis je suis convaincu qu'ils souhaitent un coup de main, même eux autres, de toute façon. Fait que voilà. Exactement, c'est très bien dit. Puis ce que j'entends de ça, autant que tu dis, oui, 600, ça vient d'un calcul et tout, mais justement, juste un 50 de ces établissements-là qui serait probablement un coût beaucoup moindre. J'entends un beau retour sur investissement, autant quantitatif que qualitatif en termes de santé, d'état de bien-être et justement de toutes les répercussions que ça vient jouer, parce que la santé physique va jouer sur la santé émotionnelle, psychologique, la santé métabolique et vice-versa. Tous ces facteurs-là vont s'influencer. Fait que je pense qu'on pourrait avoir un épanouissement autant au niveau de la population que dans nos coûts associés en tant que population. Si les gens veulent te rejoindre, Dino, ou tout ce que tu as mentionné, le magazine Vitalité Québec, etc., est-ce qu'il y a un endroit clé où est-ce que les gens peuvent avoir plus de ressources par rapport à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui? Ben, en fait, oui. Si vous êtes intéressé par la naturopathie, suite à ce podcast-là, puis vous avez envie de voir quelqu'un dans mon coin qui pourrait peut-être m'aider, le meilleur endroit, c'est anac.ca, donc ANAQ.ca, c'est le site web de l'association. Et avec votre code postal, votre région, vous êtes capable d'identifier un naturopathe agréé, c'est NDA pour agréé. C'est important d'avoir le A, vous êtes sûr qu'il est membre de l'ANAC lorsqu'il est là. Puis de toute façon, ils sont tous sur le site web. Donc, ça, c'est, je dirais, la première chose. Sinon, moi, évidemment, j'ai rien de vraiment particulier, ou de podcast ou de site web, là. Mais les gens peuvent me retrouver, Dino Alikas NDA sur Facebook, puis peut-être de temps en temps, je fais des petits commentaires ou sur LinkedIn. Fait que si vous avez le goût de me demander une demande d'amitié, là, ça me fera plaisir dans la mesure du possible. Puis voilà, Vitalité Québec, ben c'est disponible dans tous les magasins d'aliments naturels, les boutiques spécialisées que vous retrouvez au Québec en début de mois. Donc là, il vient d'arriver le numéro de février. C'est gratuit. Donc les gens peuvent aller chercher une copie directement là. Ils peuvent aussi s'abonner sur le site de Vitalité Québec. D'ailleurs, la plupart des articles 3 mois en arrière sont sur le site de Vitalité Québec. Donc c'est relativement simple de pouvoir les lire. Vous pouvez vous abonner puis le recevoir à la maison. Là, vous payez en fait les frais de port. On est effectivement à 55 000 copies au Québec. C'est quand même un magazine qui existe depuis 27-28 ans maintenant, là, qui donne vraiment de la belle information. Puis j'en profite pour faire une petite plug présentement parce qu'au mois de février, il y a un super article sur l'avenir de la santé intégrative. Est-ce que c'est une utopie? Et c'est Dr. Anne-Isabelle Dionne qui a écrit l'article, un article de 3000 mots. Rarement on fait des articles aussi longs, mais c'est un bijou. Je vous le dis, prenez le temps de lire cet article-là. Vous allez voir, ça résume bien la situation. C'est pas nécessairement un portrait super optimiste parce qu'elle le vit en tant que médecin de famille. Elle montre un peu ce qu'elle vit dans ce système-là, puis elle donne quelques-uns des problèmes qu'il va falloir adresser si on veut améliorer cette situation-là. Mais cela dit, c'est quand même
chargé d'espoir dans le sens où on le sait, où le problème, il faut juste qu'on fasse des gestes pour améliorer ça. Ça fait que voilà, mes plugs sont faits, Maxime. Merveilleux. Écoute, je vais aller assurément, je vais tout mettre ça dans les show notes de toute façon, les gens vont pouvoir voir, puis je vais assurément essayer de mettre la main sur l'exemplaire pour aller lire cet article-là. Écoute, pour les gens qui t'ont écouté jusqu'ici, j'ai le goût de te poser une dernière courte question. Pas de problème. Si tu avais justement... quelle serait, selon toi, la chose ou le concept de tout ce qu'on a discuté là, en termes de santé intégrative et tout, la chose à retenir pour les auditeurs à la maison là, de notre discussion d'aujourd'hui? Ben, je pense que la naturopathie est là pour rester. C'est une profession intéressante, là, déjà en partant. Et pour l'auditeur comme tel, je pense que clairement, à partir du moment où vous n'avez pas une condition génétique majeure ou une condition aiguë intense, votre santé, là, vous pouvez toujours l'améliorer et la prendre en main. Puis, pour moi, c'est tellement... En fait, ce que je dis toujours, c'est qu'en médecine, un diagnostic, c'est compliqué, mais leur approche est simple parce qu'on donne une pilule, tu sais, la plupart du temps, ou une chirurgie ou quelque chose comme ça. En santé intégrative ou en naturopathie, le diagnostic, une fois qu'il est fait par le médecin, est relativement simple. Là, on sait c'est quoi la condition, mais la traiter, c'est une autre job. C'est-à-dire, tu sais, là, il faut faire des modifications. C'est plus compliqué que de juste prendre une pilule, mais ça amène tellement plus à long terme et surtout au niveau de la longévité que le message, dans le fond, de la fin dans tout ça, c'est vous qui détenez votre santé entre vos mains, puis c'est vraiment une question de volonté puis d'accompagnement. Fait que trouvez-vous une équipe de soins qui va vous aider à passer ces étapes-là, à apprendre, puis vous allez juste mieux vous emporter, peu importe le problème de santé qu'on a. J'adore ça, j'adore ça. Attendez pas d'avoir votre diagnostic ou de vous rendre à avoir un diagnostic du jour au lendemain. La santé, c'est construit au quotidien, ça tombe pas du ciel. Donc, justement, ça passe par les habitudes de vie. Puis, justement, on sait pas ce qu'on sait pas. Donc, entourez-vous de des gens qui ne font que ça, qui n'étudient que ça et qui en mangent au quotidien. Ils vont pouvoir vous aiguiller, par où est-ce que vous allez commencer, puis vous rendre justement autonome, plus épanoui essentiellement et en santé. Donc, merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis, on s'en reparle bientôt. On s'en revoit bientôt dans un prochain événement, je suis certain. Merci. Super, Maxime. Merci. Merci. À bientôt.